Bon, imaginons qu'aujourd'hui on décide, quelqu'un entre vous qui ne sait pas coder décide d'apprendre à coder. Allez, forcément ça va être soit JavaScript, soit Python. Et imaginons qu'on va écrire une petite application pour s'entraîner, disons que ça va être une calculatrice. Ok, on l'a codée, on est tout content, ça marche, nickel. Une petite question, est-ce qu'on va réussir à la faire tourner sur un ordi des années 2010? Bah oui, sans problème. Des années 2000, en Python, ok, ça va marchoter, on va dire. Les années 90, ça devient compliqué. 80, très compliqué. 70, impossible. Alors aujourd'hui, on va voir comment ça se fait qu'on arrive à une utilisation si aberrante de ressources de calcul. On va voir s'il est possible de renverser cette tendance avec le temps et comment convaincre notre administration, nos managers que l'écologie, ça compte même dans le dev. Mais avant tout ça, on va commencer par un petit retour dans l'histoire. On va revenir en 1997 où Microsoft a organisé l'une des confs traditionnelles où ils échangent des idées. Et à l'occurrence là, ils ont essayé de voir 50 ans après les années 90 à quoi va ressembler la tech et surtout le dev. Comment ça va se passer. Et parmi les speakers, il y a eu un certain Nathan Myhrvold. C'est l'un des ingénieurs principaux de Microsoft de l'époque, un sacré cerveau. Et il a fait quelques prévisions pour les 50 ans à venir. Entre autres, il a prévu l'arrivée des premiers modèles de l'IA basés sur les algorithmes statistiques. Ensuite, interface directe cerveau humain-ordinateur. Ensuite, une copie intégrale numérique du cerveau humain. Et enfin, apparition des premiers systèmes opérationnels pour le cerveau humain, c'est-à-dire on aura des applications qu'on pourrait installer sur le cerveau directement. Donc, le premier point, on peut dire que bon, c'est bon. ChatGPT, tout le monde connaît, ça fait partie de la vie quotidienne de bien nombreuses personnes. Deuxième point, vous avez peut-être entendu parler des projets d'Elon Musk et ses essais de connecter l'ordi et le cerveau humain pour contrôler l'ordinateur directement. Voilà, donc on en est déjà là. Pour le reste des points, franchement, moi, ça me fait peur. Mais on a encore du temps avant 2047 pour découvrir s'il a raison, Nathan Myhrvold ou non. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est une autre partie de son talk où il a parlé des principes qu'il a repérés dans le processus de dev, qu'il a appelé les lois de Myhrvold. Donc, il n'est pas timide comme les speakers de tremplin. Voilà. Donc, il y a 4 lois qu'il a identifiées. La première loi, donc, le logiciel, c'est du gaz. Et oui, selon Myhrvold, tout comme le gaz, qui cherche à occuper toujours l'espace disponible, le code, lui aussi, il va toujours, de manière naturelle, dépenser toutes les ressources disponibles. Ensuite, deuxième loi, le logiciel grandit jusqu'à ce qu'il soit bloqué par la loi de Moore. On va parler de la loi de Moore juste après, mais en attendant, on va dire que tout comme le gaz qui chauffe, éventuellement, le gaz, il peut faire exploser le conteneur. Le code, lui aussi, il grandit, il grandit, il grandit. À un moment donné, il demande une machine plus performante, parce que sinon, ça rame, ça ne marche plus. Donc, la troisième loi, la croissance des logiciels rend la loi de Moore possible. Qu'est-ce que c'est que la loi de Moore et qui est Moore? Donc, Gordon Moore, c'est un grand chercheur, un scientifique et entre autres le cofondateur de l'entreprise Intel, donc tout le monde connaît, le leader mondial de producteurs en termes de production des processeurs. Et donc Gordon Moore a postulé en 1975 que la croissance du nombre de transistors par processeur va se doubler chaque année. Donc on peut voir sur la courbe qu'il n'avait pas tort. Donc, nos processeurs, dans les ordis, ils deviennent dans la moyenne 2 fois plus puissants chaque année, depuis 1975. Une petite remarque, donc aujourd'hui on a plus ou moins atteint le maximum possible des transistors par processeur, donc ça vient avec certains problèmes. Donc on essaie d'augmenter le nombre de cœurs, vous savez, il y a multicœurs, 6 cœurs, 8 cœurs par processeur, etc. Donc je vous déconseille de mettre votre Mac sur les genoux quand vous faites des trucs particulièrement lourds parce que ça devient limite dangereux. Et enfin, la quatrième loi. La quatrième loi, ce qui nous fait réfléchir en fait. La quatrième loi qui postule en fait que cette croissance, elle peut en théorie être éternelle.
Juste pour comparaison, on va voir ça tout de suite. Là, je vous présente une petite comparaison entre là, en haut, l'ordi embarqué de Apollo 6, qui nous a permis, entre autres, d'aller sur la Lune. Et en bas, vous avez iPhone 14 que vous utilisez pour ouvrir, je sais pas, SNCF, Tinder. J'ai rien contre Tinder, par contre, SNCF, ouais, désolé. Ça marche une fois sur deux. Donc, en termes de comparaison, vous pouvez voir qu'on a le processeur dans iPhone, qui est dans votre poche, qui est 1576 fois plus puissant que l'ordinateur embarqué de la mission Apollo. C'était le même tout au long des missions. 81 000 fois plus de RAM, presque 2 millions de plus de stockage, etc. etc. Enfin, c'est impressionnant. La croissance, elle est énorme. On peut remarquer que l'efficience en termes de consommation électrique, elle est énorme. Mais en fait, derrière, on oublie que la consommation des applis qu'on développe de base, elle grandit aussi. Elle grandit très vite. Mais est-ce qu'on en a besoin de ça? En fait, les producteurs, ils savent, ils connaissent les lois de Myhrvold. Non seulement ils savent, mais ils en profitent. Donc, en fait, si demain notre consommateur il réalise qu'il a une espèce de machine ultra-nucléaire dans sa poche qui a des puissances de calcul incroyables, et en fait, il n'a pas besoin d'acheter autre chose, ça peut marcher tout à fait bien, bah, le consommateur il va arrêter d'acheter. Donc, à quoi ça sert d'aller chercher iPhone 16 si notre téléphone il fait le job déjà? Et je ne peux pas ne pas parler de l'IA, et effectivement, on en parle souvent, surtout dans le cadre de la consommation d'électricité. Et en fait, si on voit les rapports de Goldman Sachs, on peut voir que ce n'est pas si mal que ça, en fait. On peut voir que, oui, avec la croissance de l'IA, avec l'apparition de l'IA, effectivement, ça va consommer plus. Mais on peut voir que de base, déjà, la croissance, elle est énorme. On va arriver de 200 terawatts en 2016 jusqu'à presque 1000 en 2030. C'est incroyable. Et quelque part, derrière tout ça, derrière toute cette croissance, il y a des applications inefficaces. Il y a des infrastructures beaucoup trop lourdes. Il y a des trucs qui tournent qui servent en fait à rien. Et là, on peut voir plus ou moins la même chose, mais en termes de consommation de l'eau potable. Et oui, les data centers, ils consomment beaucoup d'eau potable pour rafraîchir les machines. Et en fait, oui, avec les années, ça devient une ressource de plus en plus importante. Donc ça aussi, ça craint. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec tout ça? Bonne question. On va commencer par le stack. Donc, tout ça, ce sont mes recommandations subjectives, c'est ma vision. Entre autres, je vais vous apporter la recherche qui a été faite par les chercheurs américains en 2017 sur la comparaison de l'efficience des langages de programmation. Donc, vous avez 4 catégories et les langages qui sont tout en haut sont les plus efficaces et ceux qui sont tous en bas, on peut voir que bof. Et vite, on peut retrouver JavaScript, PHP, qui sont tout en bas, qui sont souvent utilisés par exemple dans le développement web, qui crament des ressources de manière complètement irresponsable. Évidemment, tout en haut, on a le C, qui est le roi. Donc depuis des décennies déjà, ça ne m'étonne pas. Mais en même temps, on peut repérer des petits langages qui sont tout neufs, qui viennent d'apparaître, mais qui gagnent de plus en plus de popularité. On peut voir Go ou Golang, on peut voir Rust, qui, de manière stable, en deuxième position partout. C'est pas mal. Donc, en parlant des langages de programmation modernes, je recommande d'utiliser Rust, Go et Kotlin, parce que ce sont les technologies qui prennent pas mal en compte quand même la question de performance. Ils sont faits pour performer, ils sont faits pour être efficaces, pour consommer moins de ressources. Et juste, moi j'adore Rust, j'adore développer en Rust, donc j'en profite pour faire une petite pub, évidemment. Comme tous les développeurs Rust, on n'en peut plus déjà, je comprends. Voilà, donc quand il s'agit de deuxième point, on va parler un peu de cloud. Donc, je vais postuler de manière très simple, le cloud n'existe pas. Donc, ce qu'on appelle cloud, c'est juste l'ordinateur chez quelqu'un, on ne le contrôle pas, et on lui file toutes les données. C'est cet ordi-là qui fait tous les calculs, qui fait tout le job, et nous, on reçoit le résultat. C'est ça le cloud. Et quand on parle de serverless ou de no-code, généralement, dès qu'on voit less ou no dans le nom de la tech, c'est du marketing.
S'il y a du no-code, bah, si c'est du no-code, ça veut dire que c'est le code de quelqu'un d'autre qu'on va utiliser. Si on voit serverless, donc il n'y a pas de serveur, bah, si, il y a un serveur que nous, on ne contrôle pas. Il est chez quelqu'un d'autre, en fait. Donc voilà. Et il ne faut pas oublier ça. Souvent, on oublie ça. On a de très jolis exemples d'utilisation des ressources de calcul. Par exemple, le site de WWF est hébergé sur les serveurs éco-responsables. Ils font déjà l'effort parce qu'ils sont tout à fait conscients de l'impact que ça peut avoir. Surtout que le dev et le web, surtout, ils ont un poids de plus en plus important sur la consommation d'électricité. Vous avez là une petite solution, un site internet qui vous permet de calculer combien votre application web préférée crame en termes d'électricité et combien de CO2 est émis à chaque fois que vous ouvrez la page. Donc, je vous recommande. Ensuite, je vais parler de Kiss, mais il ne s'agit pas du groupe de rock qu'on adore tous. C'est une autre chose. Cependant, c'est très connu dans le monde de la tech. Il s'agit d'un principe qu'on emploie dans le développement. Keep it stupid and simple. Donc, un peu sur cette image, on voit le mème qui est devenu très viral, très connu pendant les JO, où on a Yusuf Dikeç, donc à droite, le tireur d'élite de la Turquie, qui a gagné d'ailleurs la médaille d'argent en n'utilisant rien. Il était juste là avec son pistolet, bam, et voilà, c'est bon, je suis champion. Alors que tous les autres sportifs, ils ont énormément d'équipements spécialisés. Et quand on lui a posé la question, mais pourquoi vous n'utilisez pas tout ça, il a dit, j'en ai pas besoin. Donc la bonne question à se poser quand on crée l'infrastructure, quand on code, quand on développe, est-ce qu'on en a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin d'un énorme cluster de Kubernetes sur une application qui aura peut-être 500 visites par jour maximum ou je ne sais pas quoi? Donc on a de très grands amateurs de Kubernetes ici, je suis sûr. Donc voilà, je pense que c'est un très beau principe à utiliser dans la vie et dans le dev en général. Keep it stupid and simple. Et enfin, ça, de mon point de vue, vous pouvez voir que presque dans tous les talks, on a parlé de l'écologie aujourd'hui. C'est un petit signe quelque part, on commence à se réveiller, on commence à se rendre compte que c'est vraiment important. Donc ça devient ça devient un point qu'on peut apporter lors d'un meeting avec nos managers et parler peut-être, écoutez, oui, l'appli elle marche, tout va bien, sauf qu'elle est un peu lourde en fait. Est-ce qu'on peut un peu l'optimiser pour qu'elle soit plus rapide, pour qu'elle soit plus efficace et surtout qu'elle consomme moins d'énergie? Et qu'on prévoit à long terme si notre application elle va cramer beaucoup de ressources niveau serveur ou non. Et je considère que il vaut mieux anticiper que laisser courir parce qu'avec toutes les tendances aujourd'hui, surtout avec nos objectifs inatteignables, je pense, de devenir carbon neutral vers 2050, au niveau de l'Union européenne au moins, aujourd'hui, la consommation des ressources des serveurs, elle n'est pas limitée. Mais qui sait comment ça va se passer demain ou après-demain, l'année prochaine? Peut-être on aura, d'ici quelques années, des limitations qui vont arriver, ou des demandes, des normes, au niveau de qu'est-ce qui est cramé quand on ouvre une application, encore une fois SNCF, j'adore cet exemple. Donc il faut peut-être commencer à réfléchir à optimiser tout ça. Et voilà, je m'appelle Artem et je vous laisse un petit QR code pour mon LinkedIn. Merci pour votre attention. On a une... Merci. On a 35 secondes pour les questions, donc pour le respect à la speaker, juste d'après. Du coup, c'est moi qui ai l'accès. Diapo 22. 22. Allez, on revient en 22. Je voulais savoir, je voulais savoir pourquoi il y a un point d'inflexion en 2019. 2019, ça c'est la bonne question. Ouais, parce que là on voit très bien que... C'est ça. Ouais. C'est quoi? Il s'est passé quoi? Je vous renvoie au talk d'Olivier. Donc, entre autres, parce que les objets connectés et surtout la densité des applications qui utilisent les données. Surtout les applications qui traquent chaque votre pas et chaque votre action sur Internet ou en vrai. Non, c'est le Covid qui a entraîné une grosse migration cloud. Ouais, voilà, aussi.
partir du Covid, il y a eu une grande nécessité de télétravail. Et tout est parti Et une sur le grande cloud. nécessité du coup de déployer les choses qui étaient on-premises dans le cloud. Et il y a une inflexion du cloud à partir du Covid qui était colossale. Je ne savais pas, mais voilà, il faut juste laisser les devs pour une semaine à la maison et c'est parti, c'est la catastrophe. Là. C'est l'Armageddon. Alors, j'allais dire sinon avant Covid, parce que comme c'est un peu 2019, nous, bon, Covid est arrivé chez nous 2020 à 2019 en Chine. Sinon, nous, 2019, il y avait les grèves SNCF. Hein. T'es sûr que c'est pas ça? Coïncidence, moi je pense pas. Grosse grève SNCF fin 2019, on a tous été en télétravail aussi. Bon, je vous remercie encore une fois pour votre attention.